Bonjour et bienvenue dans une nouvelle vidéo de cybersécurité d'après le blog Cocomelon. Donc ici on va développer un logiciel et réussir à faire une persistance avec les services Windows en C++. Donc bonjour passionnés de cybersécurité de Hacker Blanc. Donc cet article est la suite des séries d'articles sur les techniques d'astuces et de persistance sur les logiciels malveillants sur Windows. Regardez les vidéos précédentes pour voir quel autre type de persistance est possible. Aujourd'hui, je vais écrire sur le résultat de mes propres recherches, donc les recherches de la personne sur le blog, sur les astuces de persistance et les services Windows. Alors, les services Windows sont essentiellement faciles à mettre en œuvre pour le piratage pour les raisons suivantes. Ils fonctionnent de manière native sur le réseau. Donc en fait, ça peut utiliser ou servir à mettre en place des services pour activer des protocoles réseau ou même mettre certains services, par exemple comme des serveurs HTTP, etc. Donc l'intégralité des services API a été créée en pensant aux serveurs distants. Oui, parce qu'il y a beaucoup de, comme je viens de le dire, il y a beaucoup de services qui sont utilisés pour donner un service à un client, par exemple une messagerie web, un site internet, des services d'imprimante, de partage d'imprimante, de FTP, etc. Il démarre automatiquement au démarrage du système. Alors ça, c'est plus ou moins vrai. Suivant qu'on configure, il peut démarrer au démarrage du système, ou ça peut être à l'utilisateur de le démarrer, ou suivant certains événements, etc. Ils peuvent disposer de privilèges élevés dans le système d'exploitation. Alors oui, ça c'est la plupart du cas, c'est vrai. La plupart des services ont besoin des privilèges comme les privilèges administrateurs. C'est pour ça que c'est dangereux de les utiliser quand il y a des failles de sécurité et que c'est un vecteur d'attaque assez important que les pirates utilisent souvent. La gestion des services nécessite des privilèges élevés et un utilisateur non privilégié ne peut souvent afficher que les paramètres. Cela n'a pas changé depuis plus de 20 ans. Bah oui, tant que ça fonctionnait ou que ça fonctionne, il laisse. Dans un contexte Windows, des services mal configurés peuvent entraîner une évaluation de privilèges ou être utilisés comme technique de persistance. Oui, donc là, nous, on va voir la technique de persistance. Mais dans d'autres cas, comme la plupart des services fonctionnent en mode administrateur, dès qu'il y a une faille de sécurité, on est administrateur, on arrive à l'exploiter. Ainsi que la création d'un nouveau service nécessite des informations d'identification administrateur et ne constitue pas une approche de persistance furtive. Oui, alors en fait, là ce qu'il raconte, c'est que si on veut mettre une persistance en service, il faut être administrateur, et la plupart du temps, on a des traces dans les logs. Mais bon, les logs, on peut les supprimer. Et pareil, le service, en fait, il faut essayer d'usurper d'autres services pour pas se faire attraper, etc. Donc c'est une méthode qui est pas si simple à utiliser dans des cas réels. Exemple pratique. Bon, mon exemple pratique, comment créer et exécuter un service Windows qui reçoit un shell inversé. Tout d'abord, créer un fichier X avec reverse shell via msvenom, la machine de mon attaquant. Donc là, on va utiliser msvenom qui va créer le fichier meu, donc un fichier -f x. Donc nous on fera la même chose. Par contre l'IP là il faut la récupérer, le port on peut laisser le même, comme on n'aura pas forcément la même IP. Et ça l'IP c'est l'adresse de la machine attaquante. Et il faut générer ça à partir de msvenom qui fonctionne sur une distribution Linux. Vous pouvez utiliser celle que vous voulez. Par exemple plus j'utilise Kali, on peut utiliser Parrot ou d'autres distributions du moment que vous installez msvenom. Donc la première chose à faire c'est de regarder, c'est d'ouvrir un terminal. Donc là il faut que je trouve l'IP de ma machine, donc je fais soit IPA soit ifconfig. Donc là en faisant IPA on voit que mon adresse IP c'est 192.168.1.55. Et après là on va générer notre propre reverse shell. Donc on va garder le nom hein, meu.ex, vous pouvez changer, vous faites comme vous voulez. La chose ici qu'il faut faire c'est qu'on va modifier l'adresse IP. On peut garder le numéro de port, c'est pas important du moment qu'il n'est pas déjà utilisé. On attend que ça se génère. Le fichier est généré. Normalement, on peut le voir en faisant ls-al. Et là, on voit qu'on a un fichier qui s'appelle meu.ex. Donc là, on a exactement la même chose. Ensuite, créer un service qui exécute meu dans la machine cible. Donc là, on a vu que créer la charge utile. On n'a pas créé un service. Parce qu'en fait, il faut un fichier service. Il fonctionne en arrière-plan. C'est un peu de daemon qui va gérer plusieurs choses à la fois. Donc ça, il faut le dire. Donc les exigences minimales pour un service sont les suivants. Donc il faut un point d'entrée principal, comme toute application. Donc il faut que ce soit un exécutable. Un point d'entrée service. Donc il faut qu'il propose un service. Et un gestionnaire de contrôle de service.
Donc qui permet de, par exemple, de le redémarrer, de l'exécuter, de le mettre en pause, etc. Il y a pas mal de choses. Dans les points d'entrée principaux, vous invoquez rapidement Start Service CTL Dispatcher, donc Start Control Manager pour pouvoir appeler votre point d'entrée, donc SCM Service Main. Donc là on a le code source, donc l'appel principal avec le nom du service, la fonction principale qui va appeler le service et là le dispatcher de service. Alors, le point d'entrée principal du service effectue les tâches suivantes. Il initialise toutes les choses requises que nous avons reportées depuis le point d'entrée principal. Donc, première chose, initialisation. Enregistrer le gestionnaire de contrôle de service, donc le contrôle handler, qui traitera les commandes de contrôle d'arrêt, de service, de pause et de poursuite, qui traitera les contrôles d'arrêt, de service, de pause et de poursuite, etc. Oui, parce qu'en fait, c'est un service, on peut l'arrêter, le stopper, le mettre en pause, etc. Et c'est à partir du logiciel qu'on compile. Ceci est enregistré comme masque bit via DOE Control Acception Service Status. Donc en fait ici là, Service Status, avec l'opérateur OU et les masques, en manipulant les bits, on peut savoir quel service est activé ou pas. Il faut définir l'état du service, service running, donc dire qu'il fonctionne par exemple. Donc par exemple usage en marche. Effectuer les procédures d'initialisation telles que la création de trades, d'événements, mutex, etc. Donc on va voir est-ce que c'est un trade, est-ce qu'il peut changer au niveau des trades, est-ce qu'il y a une attente, etc. Donc là on dit que par exemple si il fonctionne, il doit faire une pause de temps, etc. Alors le gestionnaire de contrôle de service est enregistré dans un point d'entrée principal de service. Chaque service doit disposer d'un gestionnaire pour gérer les demandes de contrôle du SCM. Ouais, en fait là c'est pour lui on lui passe des paramètres, par exemple quand il démarre ou pas, en automatique, etc. Il s'est passé par ici. Par exemple, dans les services Windows, quand on lui dit de passer, de démarrer, de stopper, démarrage automatique, ça passe là-dedans. Donc on voit bien, là, par exemple, il contrôle stop, il stoppe avec service stopped, shutdown aussi, sinon il casse sa boucle, etc. Alors là, on voit qu'il y a une petite erreur, hein, si vous compilez là comme des LJAX, ça faudra l'enlever, sinon ça va pas fonctionner. Et j'ai également mis en œuvre les demandes de service contrôle top, service contrôle shutdown. Vous pouvez gérer d'autres demandes, contrôle continu, interrogate, contrôle pause, service. Après, c'est à vous de mettre les différentes choses que le service, votre service peut faire. C'est pas Windows, un peu différent, c'est pas comme sur Linux. Ou sur Linux, on peut c'est un peu plus facile au niveau des scripts, etc. de mettre en œuvre. Donc créer également des fonctions d'une logique malveillante. Donc ici, quand le service fonctionnera, il va appeler notre reverse shell, donc il va l'exécuter, et grâce à ceci, là, ça va fonctionner. Donc on voit qu'il crée quand même un processus, hein, il alloue de la mémoire, il crée un processus, et il met ça là-dedans, et il attend qu'il fonctionne, et après on a le reverse shell. Donc ça, il faudra le faire comme c'est dit. Donc, quand on a le code source, comme ici, là, j'ai tout le code source, le service status, le handle, le run process, mais où il fonctionne. Alors moi, j'ai mis sur le bureau, mais où.exe, et vous, si vous faites la même chose, il faudra peut-être modifier le chemin, l'utilisateur aura sûrement pas le même nom. On a là le nom du service, etc. Tout ce qui avait été expliqué. Alors avant de faire ceci, il faut mettre Méo sur le bureau. Donc je mets Méo vers le bureau. On va compiler le logiciel qu'on a mis là, compiler notre service grâce au cross-compilateur sur Linux. Donc on retourne sur le terminal, on fait coller. Alors regarde si on a bien notre Méo SRV qui est bien là. Et là, il est bien ici, ça fonctionne. Bah, il est compilé plutôt. Nous pouvons installer le service à partir de l'invite de commande en exécutant comme suivant la machine de la cible Windows 10 x64. N'oubliez pas, toutes les commandes s'exécutent en tant qu'administrateur. Alors oui, là, c'est en tant qu'administrateur, on n'aura pas le même chemin. Moi, je vais le mettre aussi sur le bureau. Et il démarre automatiquement. Et il faut bien mettre l'exécuter le service dans une fenêtre MS-DOS, CMD, en administrateur. Donc on fait F5, on rafraîchit la page, on copie dans le bureau. Alors j'ouvre une fenêtre CMD, en tant qu'administrateur. On va créer le service avec le nom du chemin et le start auto. Donc je modifie le chemin. Donc c'est user test desktop Méo et on fait start espace auto. On valide et là il dit que le service a été créé. Donc
c'était bon. Et là, on va faire une demande et vérifier que les services Meo Service fonctionnent, ou qui a été créé plutôt. Donc là, on a fait un Security Meo Write. Alors, on voit que le type de process, Win32 ou process, qui est en état stoppé, qui n'a pas encore été démarré, et certaines zones d'information. Si nous ouvrons le process hacker, nous le verrons dans le service onglet. Donc ça, on peut vérifier. Et si on vérifie ses propriétés, il sera user account local system. Donc on va voir si c'est vrai. Donc on ouvre process hacker. On va dans service, le petit onglet. On regarde s'il y a un service qui s'appelle Meo. Donc là, on a un service qui s'appelle Meo, qui est en auto start en plus, et qui est stoppé, et que c'est notre process. Donc si on clique, là on voit que c'est notre process. Et on a un user account, c'est local system, donc il n'y a pas de problème. Donc le local system est un compte local prédéfini utilisé par les gestionnaires de contrôle de services et dispose de privilèges étendus d'ordinateur local et fait office d'ordinateur sur le réseau. Son jeton, les CID, NT Authority System et bulletin administrateur. Donc ça veut dire qu'il a déjà les droits administrateurs. Ces comptes ont accès à la plupart des objets système, le nom du compte dans toutes les langues et point local system. Donc s'il a toutes les langues, tout type de régionalité. Donc le local system ou le computer name local system peut également être utilisé. Ce compte n'a pas de mot de passe, donc c'est un service qui n'a pas de mot de passe. Si vous spécifiez local system, compte dans un appel à la fonction create service config, toutes les informations de mot de passe que vous fournissez sont ignorées par via MDSN. Donc en fait, pour simplicité, pour les questions que ce soit plus simple, ils n'ont pas mis de mot de passe. Ça peut être une faille de sécurité, comme on le voit là. Le problème, c'est que une fois qu'une personne a créé un service, c'est la roue libre et on peut faire ce qu'on veut. Alors là, on peut le démarrer, mais avant de le démarrer, il faut faire une écoute sur le bon port, etc. et voir si ça fonctionne. Alors faisons une écoute sur le port 4445 avec N4. On fait en listen, verbose, en numérique et le numéro de port 4445. Et là, on va démarrer notre service. Là, on voit que le Reverse Shell fonctionne déjà. Et on voit que notre service, là, il est en pending. Donc, on peut le voir, notre shell inversé fonctionne bien. Et si on fait un système info, normalement, on devrait avoir la même chose. Donc, faisons ceci. Donc, côté Windows, on fait un système info. Donc là, on voit qu'on a un desktop Microsoft Windows 10 professionnel avec le builder 19045. Ce qui est intéressant, c'est l'identificateur du produit. Donc c'est la même chose, système info. Donc là, on voit qu'il y a exactement la même chose au niveau du nom de l'hôte, le même nom du propriétaire, donc on voit bien sur la machine. Et ce qui est intéressant aussi, c'est l'identificateur du produit, c'est exactement le même. Donc en fait, là, on voit que le shell inversé fonctionne et on est bien sur la machine victime avec notre reverse shell. Donc lui, le service Meo a obtenu un certain PID, donc lui, il a eu 5668. Nous, si on va sur le Meo, nous, notre process, en fait, il a 5848, là, pas forcément le même. Il dit après exécuter process hacker en tant qu'utilisateur non administrateur. Donc là, vu que j'ai cliqué ici, là, il n'y a pas de... il est déjà pas administrateur. Et là, comme on voit là, par exemple, Meo, là, il est en violet et on n'a pas le nom username, là, voilà. Il n'y a pas le nom d'utilisateur. Donc, il nous dit, comme vous pouvez voir, le nom d'utilisateur ne nous est pas montré, mais exécuter process hacker en tant qu'administrateur et change la situation où nous voyons que notre shell s'exécute en tant que NT Authority System. Donc ça c'est les droits administrateurs qu'on a en NT Authority System. Donc allons faire ceci. J'exécute process hacker en tant qu'administrateur. Et quand je vois Meo là, je vois username, je vois que je suis en Authority NT System. Donc on est bien un administrateur. On peut aller dans l'onglet Network et regarder s'il est bien connecté au réseau distant. Donc sur la machine attaquante. Donc allons dans Network. Et on voit là dans Meo là que la connexion a été établie sur le port distant 4445. Donc tout fonctionne parfaitement. Et après lui il va stopper le service et nettoyer. Mais avant de faire ceci, on va vous montrer que la persistance fonctionne, même en redémarrant l'ordinateur. Donc refaisons la même chose là. Je remets sur écoute, je redémarre la machine, je vais redémarrer. Et on voit là au démarrage, même avant d'être connecté sur l'utilisateur, on a notre service qui exécute notre reverse shell. Donc on voit bien que la persistance fonctionne bien. Donc là on va nettoyer notre service, donc il faut exécuter un shell Medos en administrateur. Donc on va stopper le service Meo. Donc là il est stoppé.
Et une fois que le service Méo Service est arrêté avec succès, on le supprime. Donc là, il est supprimé. Donc normalement, on peut voir la notification du projet sujet. Donc chez moi, ça fonctionne pas forcément. Je n'ai pas forcément la notification. Et pour que tout soit effectif, il faut redémarrer normalement la machine. Et on peut même réessayer avec parole. Enfin, on écoute, hein, voir que notre UberShell ne fonctionne plus parce qu'on a effacé notre service. Donc là, on voit que le service ne fonctionne plus, hein. On n'a plus de reversal, plus rien. Donc il y a une mise en garde très importante. Vous vous demandez pourquoi nous n'exécutons pas simplement la commande avec Meo, hein, sans le service, hein. C'est parce qu'en fait Meo c'est pas réellement un service, c'est juste en fait notre charge utile, hein. Comme je l'écris plus tôt, les exigences minimales pour qu'un service suive le fonctionnement spécifique. Il faut un point d'entrée principal et un point d'entrée de service, un gestionnaire de contrôle de service, et si vous essayez de créer un service à partir de seulement Meo, c'est juste se terminer avec une erreur. Oui, parce qu'en fait, il faut pouvoir contrôler les services. Il faut pouvoir, par exemple, démarrer, stopper, redémarrer en cas de problème, gérer les mettre en automatique, etc. Donc c'est pour ça qu'on peut pas directement mettre notre charge utile parce que c'est pas gérer ce genre de choses. Et que sur Windows, ça a été fait comme ça. Il aurait bien pu avoir un programme global qui permettrait de gérer tout ça à partir de services comme ça. Je pense que ça aurait été une meilleure sécurité, mais bon, après, ça demande plus de travail au niveau du développeur de système d'exploitation. Alors, conclusion. Cette technique n'est pas nouvelle. Elle mérite d'y prêter attention particulière. Les spécialistes débutants de l'équipe bleue, donc aux équipes bleues, au Blue Team, de faire vraiment attention parce que c'est vraiment quelque chose de très courant. Et en plus, même pour les administrateurs, il faut faire super gaffe quand vous mettez des services en place. La moindre erreur ou le fait, par exemple, de mettre des logiciels dans les services qui sont pas très fiables peut facilement compromettre votre système d'exploitation. C'est une attaque assez courante et en plus, la plupart du temps, c'est que tout ce qui est EDR et antivirus ne le détecteront pas. Les acteurs malveillants peuvent également modifier les services Windows existants au lieu d'en créer de nouveaux. Oui, c'est ce que je viens de dire, c'est on peut modifier ou exploiter des failles dedans. Dans la nature, cette astuce était souvent utilisée par des groupes tels que APT38, APT32 et APT41. Alors, tout ce que je fais ici, c'est des cas pratiques à des fins pédagogiques, c'est pour apprendre, pas faire de bêtises, hein. On met en œuvre que sur notre laboratoire, hein, pas chez les autres, hein. C'est pour voir comment ça fonctionne et surtout pour vous prémunir de ce genre d'attaque. J'espère que vous avez appris plein de choses. N'hésitez pas à mettre des commentaires afin que j'ai des retours. Mettez des pouces bleus. N'hésitez pas à vous abonner et cliquez sur la cloche de notification pour être au courant des nouvelles vidéos qui sortent.